Bon, alors, bonjour tout le monde. On aborde avec cette nouvelle série de diaporamas le chapitre sur le désir, sur la notion du désir. Avant de commencer le cours, j'imagine que vous avez tous vu l'annonce qui a été faite concernant le bac de cette année. Donc, pas d'épreuve finale et votre bac, vous l'aurez sur le contrôle continu. Euh, voilà, donc c'est en réalité, je pense que c'est plutôt pas mal, en tout cas en ce qui concerne mes cours, vu le retard que vous aviez eu avec les 2 mois d'absence de votre prof en début d'année, euh, et qui était difficilement rattrapable, hein, je vous l'avais dit, hein. Et ben là au moins, vous serez noté que sur ce qu'on a fait, puisque c'est moi qui vais faire les devoirs. Et donc c'est bien parce que bon bah voilà, on verra pas tout le programme, mais quelque part ce programme il est immense. Et on va continuer, on va pouvoir continuer à avancer à un rythme raisonnable qui me permettra d'être sûr surtout que vous avez bien saisi les notions dont on parle. Hein, je vous l'ai déjà dit, je le répète, je préfère largement qu'on passe plus de temps et qu'on fasse pas tout le programme, mais qu'au moins ce qu'on a vu, ça vous serve et que vous puissiez le réutiliser, et au moins que vous l'ayez compris, et peut-être même dans l'idéal que ça ait pu attiser en vous une sorte d'intérêt philosophique, plutôt que de voir tout de manière très succincte et qui vous servent que pour une épreuve à la fin de l'année et qui finalement ne vous aura pas appris grand-chose. Voilà. Euh, je vous rappelle que l'intérêt de la philosophie, à mon sens, c'est quand même de, de réveiller le questionnement, d'éveiller des questions, euh, plus que de trouver des réponses. Donc, ce chapitre sur le désir. On va profiter de ce chapitre pour aborder plusieurs auteurs ou courants célèbres de la philosophie, parce que finalement, la notion du désir, vous allez voir que c'est une notion, moi, que je trouve très compliquée. Euh, et tant elle fait référence à quelque chose de vague et d'un peu insaisissable. Encore le travail, la technique, la conscience, les notions qu'on a vues jusqu'ici peuvent faire référence à des choses concrètes, ou en tout cas quasi concrètes, parce que la conscience et l'inconscient, par exemple, c'est effectivement pas des choses qui sont mesurables, encore que avec l'imagerie cérébrale aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'on peut voir la conscience. Là, le désir, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est pas moi qui vous ai fait le cours sur le bonheur, mais je pense que ça se rapprochera plus de ça. C'est-à-dire que le bonheur, on sait jamais vraiment de quoi on parle, et le désir, bah, ça va être un des problèmes, quoi. De quoi on parle. Et du coup, on va commencer, vous allez voir, par quelques généralités, par dire quand même des choses que vous devez savoir sur le désir, hein, des choses qui sont bons de poser dès le début de ce cours pour faire un peu le tri dans les informations qu'on pourrait avoir. Et puis après, on abordera le désir selon quelques auteurs qui ont été en tout cas des références à propos de ce concept-là. Il y a encore une chose, on a l'habitude de faire des brainstorming normalement en, en début de nouvelles notions. Euh, et ben malheureusement là on peut pas le faire. Donc on va s'en passer. Voilà, c'est comme ça. C'est les défauts du, de la classe à distance. Alors, donc, le désir. Donc, premier point, je vous l'ai dit, avant d'aborder des, des théories plus spécifiques sur le concept de désir, là, on va voir une approche globale du concept. Okay, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire si vous regardez les notions qu'on a vues avant, finalement, c'est un peu de faire toujours une première partie sur les généralités. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce concept-là? Voilà, je vous laisse écrire ça. Et le A, grand A, comme d'habitude pour le coup, on va voir les définitions les plus consensuelles, les plus communes du désir. Hmm. Alors,
je vous ai relevé une définition classique du Petit Larousse, édition 2007, qui nous dit, alors j'ai pas relevé toute la définition, mais qui nous dit le désir, ou plutôt pas le désir, mais en fait désirer, parce qu'il y a la notion de désir, finalement, la notion de désir renvoyait au fait de désirer quelque chose, ce qui était une définition un peu étrange, puisque le mot même était à l'intérieur de la définition. Bref. Donc désirer, c'est souhaiter la possession ou la réalisation de quelque chose. Ok, donc là, c'est vraiment le désir classique. C'est effectivement la première idée qui nous vient quand on parle de désirer ou de désir, c'est l'idée de vouloir, finalement. Très proche de l'idée de vouloir, en tout cas. Par exemple, je désire une voiture. Je désire sortir du confinement. Je désire avoir mon bac, etc., etc. C'est donc l'expression d'un souhait qui concerne un objet. Objet dans le sens large, hein, pas objet dans le sens objet matériel forcément, même si ça peut être le cas. Je peux désirer une voiture. Je peux aussi désirer... je peux aussi désirer être heureux, par exemple. Je peux désirer être plus grand, plus fort. Je peux désirer courir vite. C'est pas des objets matériels, mais l'objet du désir, en tout cas, c'est de courir vite. Faites bien attention à la notion d'objet, c'est pas forcément clair pour tout le monde au début, mais quand on parle d'objet en philosophie, on parle pas forcément d'objet physique. On parle de ce qui est concerné là en l'occurrence par le désir. Donc voilà, définition classique, ok. Maintenant on va voir une définition philosophique du désir. Définition que j'ai pris dans un dictionnaire dont je vous ai déjà parlé, que j'ai déjà évoqué avec vous, c'est un dictionnaire qui s'appelle Le vocabulaire technique et critique de la philosophie, par André Lalande. C'est une référence dans le monde de la philosophie. Moi je vous le conseille, ce dico. Des dictionnaires philosophiques, il y en a plein, hein, il y en a plein de bons. Celui-là, je l'aime bien, moi. Je l'aime particulièrement, même s'il est vieux, c'est un vieil ouvrage. Il est encore réédité, donc vous pouvez le trouver facilement dans des librairies quelconques. Voilà. Et surtout, là où il est intéressant finalement, c'est qu'il a vraiment une démarche philosophique dans le sens où il a été écrit par une personne et on sent qu'il y a, et c'est peut-être aussi le problème parfois, il n'y a pas forcément toujours de l'objectivité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche de réflexion, mais donc il faut le voir à la fois comme un dictionnaire qui va éclairer certains concepts philosophiques et en même temps comme aussi une démarche philosophique elle-même, parce qu'il y a une lecture des auteurs, même si André Lalande ne parle pas de lui, il va par exemple sur le désir ou sur n'importe quel concept, il va évoquer les auteurs qui en ont parlé, en montrant les différentes théories qu'il y aurait pu avoir sur le désir, mais c'est une lecture, ça peut être une certaine lecture parfois. Bref. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le désir ? Bon, je vous ai raccourci, hein, mais je vous ai pris un extrait qui me paraissait représentatif. Donc lui, il écrit « Le désir, c'est une tendance spontanée et consciente vers une fin connue et déterminée. » Ok, on va revenir là-dessus. Il y a une chose qui est écrite concernant le désir avant ça, que je ne vous ai pas mis dans le diapo, mais il écrit que le mot désir n'a pas dans le langage philosophique le sens péjoratif qu'il reçoit d'ordinaire dans le langage courant. Et ça me semble important. Ce mot n'a pas dans le langage philosophique le sens péjoratif qu'il reçoit d'ordinaire dans le langage courant. Donc d'emblée, avant même de poser la définition, il précise que quand on parle de désir en philosophie, il faut un peu évacuer la représentation ordinaire, la représentation ordinaire qu'on pourrait en avoir. Et il nous dit voilà, donc le désir, c'est en philosophie une tendance spontanée et consciente vers une fin connue et déterminée. Donc pour ceux pour qui ça parle pas, finalement on retrouve l'idée d'être attiré par quelque chose, une tendance vers, donc il y a bien un mouvement,
Euh, et vers ce quelque chose, c'est une fin connue déterminée. Donc, il précise plusieurs points. C'est que on ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, si on désire, c'est qu'on peut se représenter l'objet qu'on désire, encore une fois qu'il soit matériel ou pas. Et il nous dit, donc, à ce titre-là, c'est une tendance consciente et spontanée, donc qui vient d'elle-même. Alors, on pourrait presque avoir une contradiction, à mon avis, entre le terme spontané et consciente, puisque spontané peut faire référence, peut nous faire penser en tout cas à quelque chose d'un peu inné, incontrôlable, en tout cas, instinctif presque, et qui s'opposerait un peu à l'idée de conscience, d'avoir conscience de quelque chose, dans le sens où la conscience peut justement nous faire penser à l'inverse, à quelque chose de réfléchi. On va pas s'attarder là-dessus, mais ça peut être, voilà, si ça vous donne envie de réfléchir là-dessus, je vous donne cette piste de réflexion. Et donc, on peut noter que voilà, le contraire du désir, dans ce sens-là, c'est ce qu'on appellerait, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans le dictionnaire, l'aversion. Voilà. Ce qu'on ne désire pas, c'est ce qu'on appelle l'aversion. Voilà. L'inverse de désirer. Voilà pour deux définitions, une classique, une philosophique, et enfin, comme d'habitude, je vais vous donner l'étymologie du mot. Encore une fois, je le répéterai à chaque fois, je pense que je donnerai une étymologie, mais faites attention à l'étymologie. L'étymologie, elle est intéressante pour... elle est intéressante pour... comment dire? L'étymologie, c'est intéressant pour montrer les origines d'un terme. Mais en aucun cas, une étymologie n'est une définition. Et c'est souvent un raccourci qui est fait, une erreur logique qui est faite, c'est de dire, bah voilà, l'étymologie de tel mot, c'est ça, du coup, en voilà le vrai sens, et voilà ce que tu voulais vraiment dire par ce mot-là. Mais non, l'usage des mots, il évolue, et quand on montre l'étymologie, ce qui est simplement intéressant, c'est de voir la généalogie du mot, la manière dont il s'est structuré, la manière dont il a pu changer, et d'où il vient à l'origine. Mais c'est pas parce qu'un mot pourrait avoir une étymologie totalement différente à l'origine, mais si notre représentation de ce terme-là a changé dans le temps, c'est bien notre représentation qui compte. On la connaît, notre représentation. L'étymologie ne va pas nous éclairer sur ce qu'on a voulu dire en utilisant ce mot. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous mets en garde là-dessus. Donc évitez de sortir en dissertation des choses comme travail, ça vient de tripalium, donc le travail est une torture. Non, c'est pas un argument. Parce que le travail aujourd'hui, ça veut pas dire torture. Donc, bon, en tout cas, étymologie du mot désir, donc ça viendrait du latin desirare, qui veut dire regretter l'absence d'une chose. Ok? Ce qui est intéressant. Encore une fois, ça nous éclaire sur les origines du concept de désir. Même pas du concept, finalement, du terme, du mot désir. Donc, regretter l'absence d'une chose. Donc, ça voudrait dire... ça lierait en tout cas l'idée de désir avec celle d'un sentiment de manque et de souffrance. Donc, un caractère plutôt négatif du désir. L'absence, donc on aurait pu avoir quelque chose qu'on n'a plus, ou alors c'est quelque chose avec laquelle on se sent lié et qu'on aimerait avoir, un peu comme un fumeur qui ne peut pas fumer regretterait l'absence d'une cigarette finalement. Voilà. Et ce mot lui-même, donc désirare, il pourrait, j'ai bien il pourrait provenir a priori d'un autre terme latin qui est sidus, comme dans sidéré par exemple, ou sidéral. Et donc sidéral, ça fait penser à intersidéral, et effectivement, sidus, ça signifie étoile. Et donc, ce terme-là, il nous évoquerait le fait que le désir pourrait concerner la recherche de buts très hautement estimés mais inatteignables, comme les étoiles. En gros, voilà, visez les étoiles, si vous préférez. Donc, désirer quelque chose, ça serait étymologiquement lié à l'idée d'un but inaccessible, impossible à atteindre, mais en même temps extrêmement
comment dire, pas valorisé, mais extrêmement beau, un très beau but, un but grandiose, sublime. Voilà. Voilà pour les définitions classiques, donc on s'attarde pas là-dessus et on passe à la suite. Alors, donc grand B, quelques généralités sur le désir. Premier point. Le désir concerne tous les hommes. Et donc, en réalité, s'il y a bien un point sur lequel notre réflexion sur le désir, elle peut commencer, c'est que le désir, ça semble être une caractéristique propre à tous les hommes, à tous les humains. Et si ça ne vous saute pas aux yeux, je vous pose la question, qu'est-ce que serait un homme sans le désir ? Imaginez un tel homme, eh ben, ça paraît très vite bien compliqué. Essayez de vous l'imaginer. Mettez pause et prenez quelques minutes pour vous imaginer un homme sans désir. Et comment vous le représentez, un tel homme ? Finalement, moi, en tout cas personnellement, la seule manière dont j'ai réussi à envisager la possibilité d'un homme qui ne désirait vraiment rien, ça ressemblait au plus fort à des symptômes proches de ceux de la dépression. Quand on dit j'ai envie de rien, j'ai plus le goût de la vie, etc. Et quand on parle de dépression, on parle de gens qui ne vont pas bien, qui ne sont pas heureux, et même en réalité, donc ça serait presque pathologique ou anormal de ne rien désirer. Ça serait aujourd'hui la dépression, selon les classifications des troubles psychologiques, psychiques, c'est considéré comme une maladie, et même une maladie qui touche énormément de gens. Et donc, en tout cas, moi, c'est le seul. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les envoyer, parce que ça m'intéresserait si vous arrivez à vous imaginer un homme sans désir. Mais a priori, à mon avis, ça paraît très, très compliqué. L'homme semble toujours désirer quelque chose, au moins une chose. Se lever, manger, faire une activité, avoir tel objet, etc. etc. À ce sujet-là, donc, vous pouvez noter cette citation célèbre de Spinoza qui dit dans l'éthique, livre 3, le désir est l'essence même de l'homme. Pardon, j'ai oublié c'est le désir est l'essence même de l'homme. Éthique, livre 3, Spinoza. Encore une fois, l'éthique, je vous conseille pas spécialement de le lire, c'est très dur. Mais vous vous rappelez, Spinoza, on en a déjà parlé en cours, c'est ce philosophe qui dit que si l'homme est libre, que l'homme se croit libre parce qu'il ignore les causes qui le déterminent, et donc qui pense que finalement notre liberté d'action est une illusion. Voilà, il écrit sur le désir, on reparlera de Spinoza. Pour le moment, je vous mets juste cette citation en accroche. Citation très connue. Donc le désir est l'essence de l'homme. L'essence, pareil, on l'avait vu dans un cours, je vous le rappelle pas, vous pouvez aller revoir la définition du terme essence, il s'agit évidemment pas de carburant. Donc, le désir, il concerne tous les hommes. Ça, c'est le premier point. A priori. Sauf peut-être des gens qui seraient malades, justement, mais dans ces cas-là, ce sont des exceptions et pas des généralités. Or, ce qu'on essaie de voir là, c'est les généralités, comme le titre du grand B l'indique. Et le deuxième point, ce serait de dire que l'homme désire en permanence. Et donc que nous désirons tous en permanence. On a toujours quelque chose à désirer. On est toujours tendu vers un but. Si je reprends la définition du désir, on souhaite toujours la possession ou la réalisation de quelque chose, ou alors on a toujours une tendance spontanée et consciente vers une fin connue ou imaginée. Ça peut être pour vous, par exemple, l'envie d'avoir votre bac, l'envie d'être en vacances, l'envie d'arriver au plus vite à la fin de cette vidéo ennuyeuse sur le désir. Ça peut être n'importe quoi. L'envie de retrouver vos potes après le confinement. Vous avez tous
pas un en réalité, mais une multitude de désirs. Une multitude de projections vers lesquelles vous êtes attiré. Vous représentez un tas d'objectifs vers lesquels vous souhaitez aller. Okay, et donc ça, c'est important à dire, c'est que non seulement ça concerne tous les hommes, mais tous les hommes désirent en permanence. Et le désir ne s'éteint jamais, c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Et l'homme est d'ailleurs tellement désirant, l'homme désire tellement, de manière tellement systématique, que notre société, elle se base en grande partie aujourd'hui en fait sur cette espèce de boulimie d'envie, de désir. Et ça, j'aimerais vous le faire comprendre à travers ce qu'on appelle le monde publicitaire, le monde de la publicité, qui donne constamment aux gens l'envie d'avoir envie et finalement qui cherche à contrôler nos désirs pour essayer de nous pousser vers de nouveaux désirs et vers l'acquisition de nouveaux biens. Et du coup, vous avez depuis tout à l'heure une image là à gauche qui donc c'est un panneau publicitaire, produit pétrochimique français, une île paradisiaque, mais en fait devant il pleut, donc ça n'a pas du tout l'air paradisiaque, et il est marqué bienvenue dans le meilleur des mondes. Et donc l'idée c'est de représenter finalement l'illusion de la publicité, quoi. On vous fait rêver un monde, mais la réalité elle est derrière le panneau, quoi. Elle n'est pas dans l'image. Elle est dans la pluie, dans la lumière fade qui clignote. Bref, cette image, c'est l'intro d'un film qui s'appelle 99 francs, issu d'un livre de Bec BD. Donc le film, c'est avec Jean Dujardin en acteur principal. Et donc ça, c'est l'intro, c'est la première image de film. Je vous laisse mettre vos écouteurs et je vous ai juste mis le Linky Pit, la première minute, et on va la commenter ensuite ensemble. Tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Je suis publicitaire. Je suis de ceux qui vous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jamais moche, bonheur parfait retouché sur Photoshop. Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu. Je le bousille. Tout est provisoire. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. Alors, bon, c'est pas très gai, hein, c'est pas un film très gai. C'est un très bon film à mon sens, mais effectivement pas très gai. Alors, le film commence avec Jean Dujardin, donc qui est sur une espèce de promontoire, de plongeoir en haut d'un immeuble, et qui nous dit tout s'achète. Tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. Jean Dujardin nous dit tout s'achète. Et donc il nous explique par là finalement que tous les désirs peuvent être assouvis par l'argent. Ou en tout cas c'est ce qu'il prétend. Voilà, tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. C'est assez paradoxal parce qu'il nous dit ça. Ce qui est plutôt cool. Si tout s'achète, super. L'argent va être la réponse à tous nos problèmes. Et on va pouvoir se gaver de nos désirs et tous les réaliser, pour autant qu'on ait de l'argent. Et pourtant, il a une voix de dépressif et il est prêt à se suicider. On le comprend directement. Donc, une espèce de paradoxe entre ce qu'il dit et ce qu'il vit actuellement. Après, on peut se dire aussi, ok, il est fauché, justement, lui, il peut rien acheter, donc
Donc il décide de se rendre à l'évidence. Il ne pourra jamais réaliser aucun de ses désirs. Voilà. Il n'a peut-être pas justement réussi à tout acheter, si tout s'achète. Ok. Ensuite, il nous explique qu'il est publicitaire et qu'il fait partie de ces gens qui nous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Le bonheur retouché par Photoshop, etc. Ok. Et du coup, il nous explique finalement que son rôle, c'est la création de désirs illusoires car inaccessibles, impossibles. Donc c'est de nous faire représenter, ou plutôt de nous faire envisager qu'il puisse y avoir une certaine forme de vie absolument heureuse que lui semble nous promettre, alors qu'en réalité, lui, il sait que les derrière de la publicité, c'est du magouillage, c'est du mensonge, et voilà, c'est Photoshop, c'est de la triche, quoi. Ça, vous le savez, hein, mais toutes les publicités de femmes extrêmement belles, par exemple, voilà, tout est retouché, tout est modifié pour justement générer un maximum la frustration. Donc c'est ça, rêver des choses que vous n'aurez jamais. Et finalement, il reprend ce qu'il disait au début, tout s'achète, l'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi, sauf que là, c'est tout est provisoire. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. Et donc, Jean Dujardin, il représente, je vous rappelle, celui qui façonne nos désirs de demain. Et finalement, on pourrait dire qu'il personnifie presque le désir, qui nous donne toujours envie de ce qu'on n'a pas. Et donc, voilà. Je vous présente ce que vous n'avez pas et ce dont vous devez avoir envie. Et finalement, quand on l'aura, on n'en aura plus envie, puisqu'on l'aura. Donc, une espèce d'absurdité. Et en ce sens-là, il y a une espèce d'éphémérité. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, le désir, et c'est cette constante envie de ce qu'on n'a pas, elle est éphémère en permanence, puisqu'elle n'existe que dans le manque. Donc, elle nous donne toujours envie de ce qu'on n'a pas. Et c'est une sorte de cercle infini. Finalement, on peut se demander si ça ne peut pas que conduire au malheur. Et donc, au suicide, là, en l'occurrence, de Jean Dujardin. Et donc, finalement, si tout s'achète, comme il le dit au début, mais que tout est provisoire, que tout tourne, tout est cyclique en permanence, donc que le désir revient s'enchaîne, et ben rien n'est comblé. Donc tout a beau s'acheter, rien n'est comblé parce que le désir persiste. Le désir, lui, est toujours là. Et là, je vous spoil un peu, mais c'est pas grand-chose hein, pour l'histoire, c'est que finalement, Jean Dujardin, donc il vit sa vie publicitaire, décadent, hein, en fait, il n'a pas de talent, il roule sur l'or, et c'est a priori un portrait assez fidèle d'un milieu de la pub à une certaine époque, l'âge d'or de la pub un peu. Et ben il va finir par rencontrer une femme, donc tomber amoureux, et ça effectivement, il a beau dire que tout s'achète, et en premier l'amour, c'est son histoire d'amour qui va... c'est donc ce désir absolu quelque part, d'une femme avec laquelle ça va pas pouvoir se passer comme il le veut, qui va le plonger dans le désespoir. Voilà. Ça, plus son addiction à la cocaïne, et on pourra reparler, on en reparlera d'ailleurs probablement, pour l'évincer très vite, mais du rapport entre l'addiction et le désir. Est-ce que l'addiction peut être assimilée au désir ? Bref. Voilà, donc il y a cette idée d'amour, et d'ailleurs, dans cette première scène, là, il y a beaucoup d'éclairs, au fond, ça peut nous faire penser au désir, à Cupidon. Je ne sais pas si c'est une référence voulue, mais peut-être que c'est le cas. Voilà, voilà pour une petite lecture de cet extrait, hein. J'espère que ça vous a plu. Et du coup... voilà, juste pour terminer là-dessus, on vit dans une société de consommation, et du coup le monde tel que nous le connaissons fonctionne effectivement sur l'usage subtil du désir humain. Et attention, c'est ni bien ni mauvais, c'est un fait.
nous désirons toujours plus que ce que nous avons, et les gens qui veulent nous vendre des choses se servent de ça pour nous amener à désirer les choses qu'ils vendent, évidemment. Bon bah écoutez, ce sera peut-être une vidéo assez courte, là je sais pas depuis combien de temps, mais on va l'arrêter ici, et puis vous aurez la suite du cours. La prochaine fois. Voilà, bonne journée à tous et bon travail. Au revoir.